Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Aujourd'hui, les techniques de growth marketing, elles te permettent tout simplement de gagner en efficacité dans ta spécialité. Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode avec Caroline Mignot, la reine du growth marketing. Sur le premier épisode, elle nous a révélé l'actualité de Refer et de Richmaker et a partagé avec nous sa naissance en tant qu'entrepreneuse. Aujourd'hui, nous allons découvrir son mindset de battante, mais aussi l'apport que peut avoir le growth marketing à la fonction ressources humaines. Et pour commencer, une première question. Comment arrive-t-elle à gérer le stress en tant que chef d'entreprise ? Franchement, j'ai pas beaucoup de stress, Magali. J'ai plein de défauts, mais il y en a un que j'ai pas, c'est je suis pas du tout mal dans ma peau. Je suis tout le temps, je me réveille le matin, j'ai la patate, et il y a un truc qui, je pense, me permet d'être très heureuse aujourd'hui, c'est que je suis complètement détachée de mes activités professionnelles, dans le sens où, si demain, mon podcast s'arrête, mon LinkedIn est fermé, Refer met la clé sous la porte, Richmaker fait banqueroute, quoi qu'il arrive, Magali, moi, tant que mes proches sont en sécurité, que je ne suis pas malade, que j'ai mes deux jambes, mes deux bras et mon intégrité physique pour pouvoir faire des choses, je me relèverai, j'aurai la volonté de le faire. Voilà, aujourd'hui, honnêtement, j'appelle ça des problèmes de riches. Tu vois, le stress, en tout cas mon stress en tant que dirigeant, je me dis toujours, j'ai de la chance d'être où je suis. C'est un luxe d'avoir tout comme ça, d'être en bonne santé, d'être bien entourée. Voilà comment je balaye le stress quand j'ai des problèmes. J'arrive à me dire, je mets ça en perspective et je me dis, c'est des problèmes de riches. Et c'est comme ça, je pense que je passe outre, tu vois, c'est vraiment... Et ça m'a demandé des années, mais c'est ce travail de gratitude que tu fais envers toi-même et envers les autres, ça permet vraiment d'éponger beaucoup. Est-ce qu'il y a une petite phrase que tu te donnes pour te redonner du peps quand t'es un peu down ? J'en ai plein. Déjà, j'adore sharing is caring. Aux États-Unis, tu vois, on m'a vachement appris la culture du partage. Moi, j'ai grandi, mes parents, c'était un peu l'auberge espagnole à la maison, on est très partageurs. Dès que tu ouvres un paquet de gâteaux, même si tu es dans le TGV Ouigo, t'en proposes à ton voisin. Je rigole parce que l'autre jour, j'ai pris le train et je venais d'acheter des fraises. Je l'ai proposé sur le carré, là. Et effectivement, j'ai noté que ça ne doit pas être courant parce que les gens sont toujours très surpris et se demandent « Mais pourquoi elle m'offre des fraises ?» Et en même temps, c'est ouf, Magali, tu m'entends souvent le dire, mais c'est l'effet papillon, ça j'y crois beaucoup. Donc, on m'a toujours appris vraiment à beaucoup partager, alors que je suis enfant unique. Hein. Mais mes parents ont toujours eu cette culture, un peu tout le monde était bienvenu. Il y avait tout le temps des gens à la maison, ils ont des amis très différents. Il y a eu ça. Pour pas partir dans tous les sens, premier truc, c'est sharing is caring. Genre, plus tu offres, plus en fait tu donnes d'amour aux gens, plus tu partages, plus tu donnes d'amour. Et le deuxième truc, c'est l'effet papillon. Et l'effet papillon, tu viens de le décrire en fait. C'est ce petit geste qui fait que oui, les gens sont surpris, mais c'est pas parce que les gens sont surpris qu'ils sont en rejet. Ils sont aussi surpris parce que la gentillesse est devenue assez rare. Et faites l'exercice de un sourire dans le métro. C'est tellement contagieux. Quand vous souriez à quelqu'un, vous allez voir, il va être surpris, mais en fait, il y a vraiment 90% de chances pour qu'il vous rende le sourire. Et en fait, au début, il va être surpris et en fait, il va passer une meilleure journée. Et tu vois, parfois, imaginons, il y a une guichetière qui a passé une mauvaise journée, elle me reçoit un peu, tu sais, je vais acheter des tickets de métro et genre, elle me reçoit un peu, je sens qu'elle n'est pas contente et tout. Essayez de lui dire, oh, j'adore vos boucles d'oreilles. Quelqu'un vous agresse un peu ou quelqu'un est pas sympa avec vous, essayez en fait le pouvoir de la gentillesse, l'effet papillon. Vous allez voir que ça inverse complètement la carte et le territoire de la personne d'en face. Donc ça, j'adore aussi. Tu m'y as fait penser, Magali. Je pensais pas en parler, mais ça, c'est vraiment un truc qui me porte au quotidien. On absorbe les émotions des autres. En plus, moi, je suis hypersensible. On absorbe les émotions des autres, mais il faut toujours essayer de se dire, ok, et si moi, je commence en fait par offrir, si je commence par donner, si je commence par faire le pas en plus, si je prends sur moi. Donc ça, j'adore. Et le troisième et le dernier, Magali, c'est ce qui ne tue pas rend plus fort. Et c'est accepter que en fait, l'obstacle, c'est le chemin. Et une fois que tu as ingéré ça, franchement, t'es plus fort et plus heureux.
Et comment tu penses qu'on peut mettre ça en œuvre dans l'entreprise, en tant que manager, en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise? Franchement, de façon pratico-pratique, qu'on aime toutes les deux, ne serait-ce que d'avoir ces objectifs sous les yeux, c'est hyper puissant. Dans l'ésotérisme, ils appellent ça la loi de l'attraction. Dans l'entrepreneuriat, on peut dire c'est le karma. Et en fait, dans l'enceinte de l'entreprise ou du grand groupe, avoir juste vraiment genre ces objectifs sous les yeux, les KPIs, ça va faire que ça va. En fait, c'est comme si tu faisais de la visualisation toute la journée, Magali. Et je trouve ça hyper puissant de dire, tu vois, dans les bureaux des entreprises, on va se mettre l'objectif, le milestone de la semaine ou du mois sous les yeux. Quand je bossais chez Géodis dans le transport routier, j'étais en com et on avait fait ça dans les bureaux en fait. On avait des écrans, tu sais, des écrans de télévision et on mettait en fait les chiffres du social media et les milestones des équipes, les célébrations de la semaine passée et les objectifs de la semaine suivante. Et le fait de voir ces objectifs, c'est un petit geste tout bête qui va rien vous coûter, mais essayez de mettre un post-it sur votre ordi avec votre objectif du jour, de la semaine ou du mois, et vous verrez à quel point avoir votre objectif sans arrêt sous les yeux, eh ben, ça va faire arriver de belles choses. Et est-ce que tu crois pas que dans l'entreprise, ça peut être une manière aussi de mettre la pression? Ah, c'est une bonne... J'adore Magali, t'es pas coach pour rien. C'est vrai que t'as raison. En plus, moi j'ai la déformation. La culture américaine, c'est vrai que c'est un peu militaire. Ça, je m'en suis rendu compte en rentrant en France. Je bossais tellement plus que les autres. Je me disais, genre, oui, en fait, c'est vrai que c'est une culture où ça peut être pressurisant. En fait, c'est toujours pareil, Magali. Je pense que ça dépend de la façon dont tu ressens ton travail. Et en fait, pour moi, les objectifs, c'est quelque chose d'excitant parce que je m'épanouis dans ce que je fais et que c'est des objectifs qui sont validés par moi-même, c'est-à-dire que c'est réaliste. Si on est dans un environnement d'entreprise et qu'en fait ton manager te met des objectifs sans que tu fasses partie du process, donc en fait c'est des objectifs qui sont fixés par lui de façon, tu vois, complètement arbitraire, peut-être difficilement atteignable, donc tu te sens rabaissé. Alors ça, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Des objectifs au travail, c'est pas forcément du quantitatif, hein. Ça peut être aussi, cette semaine, je veux avoir fait des belles rencontres. Cette semaine, je veux avoir développé un projet créatif. Tu vois, c'est pas forcément c'est pas forcément des métriques. C'est pas avoir gagné 10 clients, hein. Moi, j'ai des objectifs parfois. Là, j'étais au Web Summit et à la fin du Web Summit, je me suis dit, je veux faire un épisode de podcast qui déboîte avec que des gens trop cool que j'ai rencontrés. En fait, tu vois, les objectifs, t'es pas obligé de te dire que c'est un truc coercitif. Pour moi, un objectif, c'est vraiment, genre, dans le sens très lumineux du terme, un truc qui te porte. Et c'est une direction, en fait. Tu vois, c'est une perspective. Et du coup, c'est quoi les critères pour fixer un bon objectif pour un salarié? Eh ben, ouais, comme je commençais à te le dire, il faut que tu te sentes bien avec cet objectif, que ce soit, voilà, si tu écoutes ton corps, que ce soit synonyme de lumière, que ce soit un truc qui te fasse un peu vibrer, tu vois, que ce soit un truc qui te porte, qui t'enthousiasme. Et je pense, troisièmement, il faut que ce soit un objectif qui soit collectivement établi. C'est-à-dire qu'en fait, si on est tous en silo avec nos propres objectifs, tu vois, c'est une déformation professionnelle, mais ce que j'aime beaucoup dans le growth marketing, ma discipline, c'est que c'est très transversal. Et c'est une discipline, en fait, où tu peux travailler individuellement, être solitaire dans ton travail, être introverti, mais en fait, on a toujours des objectifs collectifs et notre but, c'est la croissance collective. Le growth marketing, c'est une question de système. Et toi, tu connais ce qu'on appelle la systémique. C'est le fait que justement, plusieurs éléments, ils soient reliés entre eux. Et en fait, au lieu de se dire, c'est la valeur de l'individuel, on se dit, c'est la valeur du collectif. Et chaque maillon du système, en fait, il vient rajouter cet effet papillon, il vient enrichir, en fait, le grand tout. Et pour moi, bon, c'est peut-être un peu limite politique ce que je te dis, mais c'est un peu mon idéal de vie, mon idéal de travail. Donc ça, pour moi, c'est le troisième point sur un objectif. Ton objectif, il doit te faire grandir toi et il doit aussi apporter collectivement aux autres. Donc ça doit être un truc assez transversal. Donc il faut qu'il y ait plusieurs parties prenantes pour moi pour un bon objectif. Alors du coup, tu me tends la perche vers la question où tu me disais il faut absolument la préparer avant, mais je te la pose quand même. C'est comment effectivement le growth marketing peut rénover, renouveler la fonction ressources humaines. Alors, déjà, c'est vrai que ça, c'est la question à 1 000 € Magali. On balance tout pour tes auditeurs. On leur dit, carte sur table. Magali, 1 heure avant, elle m'a envoyé le thème et elle m'a dit comment placer le growth marketing au service des ressources humaines. Et du coup, j'étais en train de déjeuner et je me suis dit, ouais, mais Magali, si je te fais un truc comme ça, pas préparé, ça va pas être bon. Écoute, du coup, je vais te répondre un peu à chaud. Déjà, le growth marketing, je pense qu'il y a des techniques de productivité qui sont par exemple liées à l'automatisation, qui peuvent te permettre en fait de faire mieux ton travail dans les ressources humaines, du genre
Aujourd'hui, utiliser le growth marketing, donc des stratégies de croissance, pour aller chercher et recruter des talents en batch, c'est un super moyen de faire baisser tes coûts d'acquisition, c'est-à-dire tes coûts de recrutement. Le growth marketing, ça peut te permettre de gagner en efficacité pour aller recruter plus facilement des talents. Les identifier, par exemple, tu peux utiliser des outils comme LinkedIn, mais aussi les contacter et tout ça en batch pour justement pas faire des actions individuelles, mais gagner en efficacité en reproduisant ça un peu à l'échelle, c'est-à-dire envoyer 50 messages pour dire aujourd'hui je cherche quel type de talent, est-ce que tu connais quelqu'un à me recommander ou qu'est-ce. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose pour moi, le growth marketing, ce qui est intéressant et ce que ça nous apprend, c'est que tu peux aller chercher plus de frugalité dans tes actions. C'est-à-dire, en fait, le retour sur investissement, c'est pas toujours une question d'argent. C'est aussi le temps que tu mets à faire les choses. Et je pense que dans toutes les disciplines qu'on traverse, que ce soit les RH, le account management, quelle que soit la discipline dans laquelle tu travailles, aujourd'hui, tu as intérêt à ramener plus de frugalité, c'est-à-dire essayer de soustraire et faire moins de choses au lieu de faire plus. Donc par exemple, imaginons que demain, je mette en place une stratégie growth marketing pour ton département RH. Je vais regarder où est-ce que tu passes le plus de temps, qu'est-ce qui te rapporte le plus de valeur. Tu vas faire un peu la loi de Pareto pour regarder en fait comment est-ce que tu peux optimiser tes actions pour aller chercher le plus avec le moins. J'ai beaucoup appris depuis 3-4 mois sur les questions de growth marketing. Comme je te disais, je sors de mon formol. J'ai compris aussi qu'il y a l'idée de mettre, on va dire, le client final au cœur de la réflexion, en fait, d'aller se tourner vers c'est quoi son besoin, c'est quoi son point de souffrance et comment je peux lui proposer un service qui corresponde à son besoin. J'imagine que ça, on peut peut-être le transposer dans l'entreprise vis-à-vis des salariés, en fait. On peut replacer aussi les salariés au cœur du système et d'aller identifier peut-être eux-mêmes c'est quoi leur point de douleur. Je me dis, il y a peut-être une transposition possible. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu as tout dit, Magali. Honnêtement, je pourrais t'en parler pendant des heures, mais il y a quelque chose qui transparaît, qui est très vrai dans ce que tu dis. Notamment, c'est le travail d'audit et de se rapprocher. En fait, moi, le terme audit, tu sais, ça vient du latin audire, écouter, entendre. Et je pense que on est dans le monde du travail, on est face à une crise parce qu'on ne s'est pas écouté pendant des années et qu'aujourd'hui on est en train, via des problématiques de marque employeur, tout ça, de se rendre compte qu'on doit appliquer des logiques justement customer-centriques envers ses talents, envers ses équipes, sinon les boîtes de demain ne pourront pas se développer. Dans ce second épisode, Caroline a partagé avec nous ses trucs et astuces pour garder un moral d'acier en toutes circonstances. Elle nous a donné ses critères pour fixer un objectif motivant à ses collaborateurs et pour avoir toujours un environnement de travail stimulant. Grâce à elle, nous savons maintenant comment le growth marketing peut renouveler la fonction ressources humaines pour le bien-être de tous. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour le 3e épisode où on va parler développement personnel. Vous avez aimé cet épisode ? Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.